Alors, merci d'être venu en grand nombre. Est-ce que je corrige le micro? Alors, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes et c'est vraiment un honneur pour moi d'être invitée dans ce contexte. On sait que la Journée internationale des femmes a été décrétée par l'ONU en 1975, mais ça correspond aussi à mes premiers pas comme militante féministe parce que ma mère a fondé le Centre Femmes de Québec en 1975, justement dans ce contexte de l'Année internationale des femmes. Alors, les centres femmes sont restés pour moi un milieu dont la mission me plaît énormément, me touche toujours. Et le 8 mars, ce n'est pas une journée pour fêter, mais c'est une journée pour souligner la lutte des femmes pour leurs droits, pour souligner les avancées et sonner les petites sonnettes d'alarme pour les reculs. Alors, je voudrais dire merci aux femmes du Centre Femmes aujourd'hui de m'avoir invitée. Je veux remercier et féliciter toutes les femmes qui œuvrent dans des groupes de femmes pour leur résilience. Merci aux femmes qui, par leur travail quotidien, mais souvent invisible, contribuent à changer le monde. Et merci aussi aux hommes qui appuient les femmes dans leur quête d'égalité. Alors, j'aborde aujourd'hui un sujet qui n'est pas très populaire, qui est assez complexe, et autour des notions de sexe, genre et identité de genre. Alors, on pourrait croire que ce thème ne devrait intéresser qu'une petite minorité de personnes, à savoir les personnes transgenres, dont on a beaucoup parlé dans ces derniers temps. Mais, en fait, c'est toute la société qui est concernée et qui aura à vivre avec les conséquences des choix de société et de décisions sur lesquels, malheureusement, la population n'a pratiquement pas été informée et sur lesquels il n'y a pas eu de débat. Les femmes sont particulièrement touchées par les décisions qui concernent l'identité de genre. Alors, c'est pour ça que je vais aborder le sujet d'un point de vue féministe, un point de vue qui a été et qui est encore complètement occulté sur ces questions. C'est pourtant, selon nous, et je dis des gros mots, une des pires attaques contre les droits des femmes. En fait, il s'agit d'un recul réel des droits des femmes, car plusieurs des droits qui ont été durement et difficilement acquis sont de facto annulés par la protection de l'identité de genre telle que mise de l'avant, tant par les élus que par les groupes militants des personnes transgenres. C'est une grosse affirmation, un gros péché quasiment de dire ça en cette Journée internationale des femmes. Je parlais d'alerte, c'est un petit peu ce que je souhaite faire aujourd'hui. Donc, ce sont ces reculs contre les attaques contre les droits des femmes que je veux démontrer. Mais je veux aussi aborder les contradictions, les incohérences sous-jacentes à la reconnaissance de l'identité de genre. Je vais évoquer rapidement les impacts de l'idéologie du transgenrisme sur des enfants et je vais parler des séquelles physiques irréversibles sur les adolescentes. Je vais parler de l'homophobie sous-jacente au discours et je vais enchaîner en expliquant pourquoi l'autodétermination du genre / sexe ne constitue pas un progrès social, mais bien un recul. Évidemment, je vais esquisser des pistes de solutions, car je demeure une féministe optimiste. Avant de me lancer, je veux insister ici pour dire que mes commentaires et mes critiques ne visent pas à remettre en question la sincérité des personnes qui vivent avec une dysphorie du genre. La dysphorie du genre, c'est le terme qui est utilisé pour parler des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec leur sexe de naissance, surtout en regard des stéréotypes de genre qui sont associés à l'un ou l'autre des sexes. Je suis certaine que ces personnes vivent avec une grande souffrance, une grande confusion, mais je vais expliquer pourquoi je ne crois pas que les réponses médicamenteuses et chirurgicales à ce mal-être psychologique soient les bonnes solutions. Il en est de même du faire semblant que le discours trans impose aux personnes concernées et à leur entourage. Vous savez, quand on critique le discours idéologique du culte de la minceur qui entraîne de nombreux troubles alimentaires, dont l'anorexie, on sait qu'on ne blâme pas les personnes anorexiques, mais c'est la même chose ici. Je respecte les personnes, c'est le discours idéologique qui favorise l'explosion du nombre de personnes qui se disent trans que nous questionnons. Enfin, dernier détail, j'utilise l'expression discours trans, militant trans, en me référant à la définition d'Arden Stonewall, que vous pouvez voir à l'écran. C'est un organisme de défense des
LGBT, lesbienne et bisexuelle trans, LGBT. Donc, une définition en anglais que je vous laisse lire. Mais je vais vous lire aussi la définition qu'en donne la Fédération québécoise du planning des naissances. Trans est un terme générique qui désigne l'ensemble des identités dans le spectre de l'identité de genre. Transsexuel, transgenre, hommes et femmes trans, genre fluide, genre variant, travesti, sans genre, genderfuck, bispirituel. Ça, c'est la définition de la FQPM. En fait, je préciserai aussi que le terme transsexuel fait généralement référence aux personnes qui ont fait enlever leur partie génitale par une chirurgie qu'on appelle chirurgie de réassignation sexuelle. Les personnes transgenres, en général, n'ont pas subi cette opération. Donc, sexe et genre, deux mots qu'on ne devrait pas comprendre. Certains se rappellent peut-être Marie Cardinal qui disait les mots pour le dire. Mais les mots pour le dire sont importants. Et dans ce dossier, on nage dans la plus grande des confusions. D'abord, le mot sexe. Qu'est-ce que le sexe? Le sexe réfère aux caractéristiques biologiques. Notre ADN, nos chromosomes resteront avec nous de la naissance à la mort. Peu importe le nombre de chirurgies esthétiques qu'on aura subies. La biologie nous dit aussi que l'espèce humaine comporte deux sexes, le mâle et la femelle, l'homme et la femme. Il est vrai que certaines personnes qu'on appelle intersexes et qu'on appelle autrefois hermaphrodites sont porteuses de caractéristiques des deux sexes, mais leur existence ne permet pas de conclure qu'il existe plus que deux sexes. Comme la naissance d'un enfant qui aurait qu'une jambe n'entraîne pas la création d'une nouvelle catégorie d'humains, qui sont toujours des bipèdes. Ce rappel sur les deux sexes est rendu nécessaire pour contrer un certain discours qui aime amalgamer les personnes intersexes et les personnes trans, tout en laissant entendre que les personnes intersexes sont la preuve qu'il existe plus que deux sexes. D'ailleurs, on pense que c'est ce que croit la ministre de la Justice du Canada qui nous a écrit récemment, en réponse à une demande qu'on lui avait adressée sur l'analyse comparative selon les sexes, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, Madame la ministre nous a répondu, comme vous le savez, l'analyse comparative entre les sexes plus sert à évaluer les répercussions éventuelles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'autres. On n'a pas de détails sur autres. On revient au genre, sexe et genre. Le genre, quant à lui, réfère au construit social. C'est l'ensemble des stéréotypes associés à l'un ou l'autre des deux sexes, le soi-disant masculin, le soi-disant féminin. Les filles aiment les poupées, les garçons aiment les camions. Les femmes sont émotives, elles aiment être féminines, les hommes peuvent être virils et ne manifestent pas leurs émotions. Bref, des stéréotypes. Et ce sont ces stéréotypes que les féministes ont combattus depuis des lustres. Et les États, nos pays, avaient compris et ont même pris des engagements formels pour lutter contre les stéréotypes de genre, pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, la récente politique gouvernementale pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2016-2021 au Québec en parle explicitement. On y lit, parmi les grands constats, la lutte contre les stéréotypes sexuels et le sexisme en tant que pierre angulaire de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pierre angulaire. Donc, on s'entend pour dire que l'égalité entre les hommes et les femmes passe par la lutte aux stéréotypes de genre, qui maintiennent les femmes dans des images, des rôles de subordination et qui emprisonnent également les hommes dans un rôle de dominant où la faiblesse n'est pas admise. Mais voilà qu'au nom des droits de la personne et sous les pressions des organisations gays et lesbiennes auxquelles se sont greffées les personnes trans, qui sont devenues donc maintenant LGBT, on a mis de l'avant la protection de l'identité de genre. C'est très intéressant de noter qu'aucune loi ne donne une définition de ce qu'est l'identité de genre. Et je vais citer de nouveau la ministre de la Justice au Parlement, qui a répondu, je cite, « On a aussi demandé pourquoi l'identité et l'expression de genre ne sont pas définies et si leur signification est trop subjective. On s'attend à ce que les commissions et les tribunaux définissent ces motifs d'une façon raisonnable en se reportant à l'objet de la loi. » Non, les députés ont voté en faveur de la loi sans savoir comment les tribunaux l'interpréteront. Sur le site du ministère fédéral de la Justice, on peut lire ces explications.
L'identité de genre est l'expérience intérieure et personnelle que chaque personne a de son genre. Il s'agit du sentiment d'être une femme, un homme, les deux, ni l'un ni l'autre, ou d'être à un autre point dans le continuum des genres. L'identité de genre d'une personne peut correspondre ou non au genre généralement associé au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Pour certaines personnes, leur identité de genre est différente du genre généralement associé au sexe qui leur a été assigné à la naissance. C'est souvent ce que l'on appelle une personne transgenre. L'expression de genre est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. Cela peut inclure ses comportements, son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de maquillage, son langage corporel et sa voix. De plus, l'expression de genre inclut couramment le choix d'un nom ou d'un pronom pour se définir. La sénatrice Fromm a résumé ainsi, en disant « Le projet de loi C16, qui est le projet de loi fédéral qui a introduit les notions d'identité et d'expression de genre, donc disait-elle, le projet de loi C16 redéfinit la notion de femme. Ce n'est plus une question de biologie, mais une question d'apparence externe. C'est une énorme injure. Les femmes se sont battues pendant des siècles pour se libérer d'un système qui détermine leur valeur d'après leurs caractéristiques physiques et leur attrait sexuel. Je ferme la citation. Pour ajouter la confusion, rappelons que les anglophones ont depuis plusieurs années privilégié le terme « gender » au lieu du mot « sexe ». Je vais donner deux exemples récents des politiques canadiennes qui témoignent à quel point les deux mots sont confondus et nous de même. Par exemple, l'analyse comparative selon les sexes devient la Gender-Based Analysis. La violence basée sur le sexe devient la Gender-Based Violence. On voit que la confusion est totale entre les mots sexe et genre. Et je peux vous dire, pour avoir écouté les traductions simultanées au Parlement fédéral, les pauvres traducteurs étaient très mélangés si gender devait être traduit par genre ou par sexe. Malgré ce qu'en dit le législateur, on peut changer de genre, mais on ne peut pas changer de sexe. Comme je ne peux pas avoir 20 ans de moins. Comme je ne peux pas devenir noir. Je ne peux pas devenir Inuk. Ce sont des caractéristiques immuables. Pourtant, on essaie de nous faire croire que si on change de genre, on a changé de sexe. C'est faux. Mais on a l'impression que les gens qui ont voté les lois l'ont cru. C'est sûr qu'à partir du moment où on utilise les mots dans un autre sens que la signification qui lui est habituellement donnée, socialement acceptée, on pervertit le discours. Dans son livre 1984, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes ici qui l'ont déjà lu, Orwell avait écrit « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Ben oui, je pense qu'il rajouterait « S'il le dit, un homme, c'est une femme. » Christian Rioux avait écrit, il y a quelques années, « On croit utiliser une nouvelle expression à la mode, et c'est un éléphant qui pénètre par le chat de l'aiguille, une idéologie qui avance masquée sous le couvert de termes anodins. » Je ferme la citation. Nous sommes dans cette époque décrite par Orwell. Le mot « femme » ne veut plus dire ce qu'il a toujours voulu dire. Un être humain adulte de sexe féminin. Et une fille, un être humain prépubère de sexe féminin. L'idéologie queer derrière le remplacement du mot « sexe » par le mot « genre », pourtant, est basée sur plusieurs mythes. Premier mythe, le sexe serait assigné à la naissance. C'est faux. Le sexe est constaté à la naissance. Je suis certaine qu'il n'y a personne ici qui a choisi le sexe de son enfant à sa naissance. Et la plupart du temps, le sexe est constaté avant la naissance. D'ailleurs, il y a des avortements sélectifs qui se font justement sur la base du sexe pour éviter de donner naissance à des filles. Deuxième mythe, on en a parlé tout à l'heure, genre et sexe qui serait synonyme. Alors, je l'ai dit, un réfère à la biologie, le sexe, et le genre réfère aux stéréotypes. Troisième mythe, le sexe est non-binaire. C'est faux. Le genre est non-binaire, mais le sexe est binaire. La reproduction humaine est basée sur la rencontre de cellules mâles et de cellules femelles. La science n'a pas encore identifié d'autres sexes qui interviendraient. Quatrième mythe, on peut changer de sexe. Ben, c'est faux. Si ça se faisait, ça se saurait. Le changement de sexe n'existe pas chez les mammifères. Les chirurgiens ne font qu'imiter certaines caractéristiques superficielles.
On meurt avec notre titre de naissance, peu importe ce qu'on aura fait avec notre corps toute notre vie. Enfin, un homme peut devenir femme simplement en le déclarant à l'état civil. Légalement, c'est maintenant vrai, mais biologiquement, ça reste faux. Malgré ces mythes, les parlements sont allés de l'avant pour privilégier les droits des personnes trans. Ce qu'on leur reproche, ce n'est pas de protéger les personnes trans, c'est qu'ils le font en bafouant les droits des femmes. Être femme, ce n'est pas un choix, c'est une réalité, la réalité de la moitié de l'humanité. Et pour faire face à cette réalité, les femmes ont au XXe siècle gagné des droits sur la base de leurs caractéristiques communes, en grande partie liées à leur capacité reproductrice. Qu'elles s'en servent ou pas. Les capacités reproductrices des femmes sont d'ailleurs à la source de bien des discriminations à leur égard. Le féminisme a permis de faire reconnaître les femmes comme un groupe dont la caractéristique commune est son sexe, le sexe féminin. C'est sur la base de leur sexe que les hommes et les femmes se sont vus attribuer des rôles et des pouvoirs différents. Mais c'est aussi à cause de leur sexe que les femmes, à travers les âges, partout sur la Terre, ont été inséminées pour assurer la descendance des mâles. C'est à cause de leur sexe que les femmes sont violées, utilisées comme butin de guerre et comme esclaves sexuelles. C'est à cause de leur sexe qu'elles sont échangées, vendues, achetées. C'est à cause de leur sexe excusez, ce n'est pas parce que les femmes aiment le rose qu'elles ont pendant longtemps dû se faire avorter clandestinement et à leur risque et péril. Ce n'est pas à cause de leur genre que les femmes doivent se dissimuler dans l'espace public dans de nombreux pays ou même ici. C'est à cause de leur sexe que les femmes ont été empêchées pendant trop longtemps d'étudier, de voter, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir s'émanciper de leur mari. C'est le sexe des petites filles qu'on mutile, avec des excisions, des infibulations, avec des clitoridectomies quand elles ont 7, 8, 10, 12 ans. Ce sont des petites filles à peine pubères qui sont mariées et mises enceintes, quitte à mourir en couche parce que leur corps n'est pas suffisamment formé. C'est à cause de leur sexe que des adolescentes dans certaines régions du monde doivent se cacher dans la forêt lorsqu'elles sont menstruées parce qu'elles sont considérées impures. Doit-on se surprendre que les femmes se soient rebellées et aient exigé qu'on leur reconnaisse des droits spécifiques liés à ces injustices? Par ailleurs, en raison de la violence masculine, malheureusement bien réelle à l'endroit des femmes, les femmes se sont donné des services et des endroits où elles sont à l'abri de cette violence, comme des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, des centres de femmes comme le Centre Réunion de femmes de Sainte-Thérèse, quelques rares refuges pour femmes itinérantes, des toilettes séparées de celles des hommes, ce qui leur a permis une plus grande mobilité dans l'espace public. Ce sont ces mêmes toilettes séparées pour lesquelles actuellement les femmes indiennes se battent pour se protéger des agressions sexuelles. Maintenant, si un homme peut être considéré comme une femme à partir du moment où il dit se sentir femme, que signifie la catégorie femme? Par exemple, imaginons un groupe de 7-9 ans d'enfants de ceux qui font du sport. On dit que c'est le groupe des 7-9 ans. Puis là, on dit on va accepter les 12-13 ans. Bien, finalement, il n'y a plus de groupe de 7-9 ans. Il y a un groupe de 7-13 ans. C'est un nouveau groupe qui est créé. Bien, je répète, si un homme peut faire partie de la catégorie femme, ça veut dire que la catégorie femme n'existe plus, puisque la seule caractéristique exigée pour bénéficier des droits reconnus aux femmes les plus nécessaires, c'est-à-dire le sexe féminin. Ce sont des atteintes aux droits des femmes, comme celle-ci, qui, à savoir le droit d'être reconnu comme un groupe qui est protégé par les chartes, qui nous a amenés à PDF Québec à étudier ce sujet et à sauter dans l'arène pour essayer de faire comprendre aux élus le point de vue des femmes. Nous sommes allés en 2015 présenter un mémoire à l'Assemblée nationale du Québec sur le projet de règlement de l'application du projet de loi 35 qui permet maintenant aux personnes de faire changer la mention de sexe sur leur état civil par une simple déclaration. Puis en mai 2017, nous sommes allés devant le comité sénatorial à Ottawa qui a étudié le projet de loi C16 qui a introduit les notions d'identité de genre et d'expression de genre dans la loi canadienne des droits des personnes et dans le code criminel. Nous avons été reçus, mais nous n'avons visiblement pas été entendus. À Québec, nous avons demandé une analyse différenciée selon les sexes. Vous savez, ça c'est une analyse que le gouvernement s'est engagé à faire pour évaluer les impacts, les conséquences qui peuvent être différentes
dans ces projets de loi sur les hommes et sur les femmes. Par exemple, si on décide d'abolir les services de garde, on peut deviner tout de suite que les femmes vont être les premières touchées par une modification comme ça. L'ADS, l'analyse différenciée selon l'essai. Donc, à Québec, on a demandé une ADS, ça a été refusé. À Ottawa, nous avons demandé l'équivalent, c'est-à-dire une analyse comparative selon les sexes, que le gouvernement aurait fait, mais il refuse de la divulguer. Donc, les lois ont été adoptées dans un contexte où la population canadienne n'est pas informée des répercussions, des conséquences de ces changements législatifs sur les femmes, et sur les hommes, et surtout sur les femmes. Et ce sont les femmes et les groupes de femmes qui vont en subir les plus grands contre-coups. On parle ici d'un déficit démocratique grave. En fait, il y a de facto la suppression des droits actuellement. En votant l'autodétermination de la mention de sexe sous couvert d'identité de genre, nos élus ont de facto supprimé des droits détenus par les femmes en tant que femmes. On a supprimé le droit des femmes d'être libres de la présence des hommes dans les zones d'hébergement public où la nudité se produit, par exemple les vestiaires. On a supprimé le droit des prisonnières dans les prisons, qui sont détenues dans les prisons fédérales, à être logées séparément des hommes. On a supprimé le droit des femmes dans les prisons d'être suivies par du personnel féminin. On a supprimé des programmes sportifs qui étaient réservés aux filles et aux femmes. On a supprimé le droit des femmes à la protection contre des rôles sexuels de stéréotypes, parce que maintenant, les professeurs doivent reconnaître que si un enfant, un petit garçon se dit qu'il est une fille parce qu'il aime le rose, elle doit lui dire « oui, tu es une fille parce que tu aimes le rose ». Alors qu'avant, on disait « ben non, un garçon qui aime le rose, ça reste un garçon ». Ça, ce sont les droits qui ont été supprimés de facto. Mais il y a d'autres droits qui sont en danger. Le droit des femmes de se réunir en dehors de la présence des hommes. Le droit des femmes à des programmes éducatifs créés pour les femmes, notamment dans les sciences. On a compromis l'intégrité des informations statistiques sur les crimes sexuels. On compromet l'intégrité des statistiques sexuées qui sont essentielles, un outil essentiel pour suivre la situation des femmes, pour voir s'il y a des reculs ou des avancées. On est en danger de perdre des subventions des bourses d'études qui étaient réservées aux femmes, des postes de représentants, des programmes réservés aux femmes. On est en train de mettre en danger le droit des femmes de créer des cliniques de santé, des services d'aide aux victimes de viol, des groupes de soutien réservés aux femmes. On est aussi en train de mettre en danger le droit des lesbiennes de se réunir entre elles publiquement ou de mettre même sur pied des organisations réservées aux lesbiennes. Parce que vous savez qu'il y a des hommes qui se disent lesbiennes. Plusieurs de ces droits qui sont supprimés avaient pourtant été obtenus pour protéger les femmes de la violence masculine. Bon, je sais que le public ici, vous êtes au courant, mais je vais quand même rappeler quelques faits, quelques données. Selon Statistique Canada, chiffre de 2013, les femmes étaient 11 fois plus nombreuses que les hommes à être victimes d'agressions sexuelles et 3 fois plus susceptibles d'être victimes de harcèlement criminel. Dans l'ensemble, les hommes au Canada étaient responsables de 83% des actes de violence commis contre les femmes et déclarés par la police. Donc, les femmes ont des raisons objectives de craindre la violence masculine. Mais on dirait que le hashtag moi aussi, hashtag MeToo, hashtag agression non dénoncée, ces hashtags n'ont plus aucun sens quand on aborde le sujet de l'identité de genre. Les femmes qui réclament le droit de conserver des mesures préventives contre les violences masculines se font traiter de bigotes et bien sûr de transphobes. Attention, je ne dis pas ici que les personnes trans sont toutes des agresseurs, mais on dit que les agresseurs sont de sexe masculin en très grande majorité et qu'il est maintenant très facile pour n'importe quel homme de prétendre qu'il est trans pour pénétrer dans les espaces pour femmes. Deuxièmement, il y a aussi des études qui ont montré que les taux de criminalité des hommes qui se disent trans ou qui se disent femmes sont les mêmes que les autres hommes. Quand certains nous disent qu'il n'y a jamais eu d'agression par des hommes qui se disent trans, ils ne nous disent pas la vérité. Et pour démontrer que cette affirmation ne repose sur rien, des femmes partout en Amérique du Nord et en Europe, là où se votent à toute vitesse des lois similaires à celles qu'on a ici, les femmes donc contribuent à partager des informations
sur des agressions commises par des personnes qui se disent trans, parce que c'est dans la tête. Et il y en a beaucoup. De plus, les médias parlent de ces criminels au féminin. Les statistiques seront dorénavant biaisées parce que ces crimes commis par des hommes sont enregistrés comme s'ils avaient été commis par des femmes. De nombreux médias ont même adopté une ligne de conduite qui justement privilégie de ne pas mentionner le sexe de naissance de l'accusé et du coupable. Ne soyez donc pas étonnés si dans les prochaines années, les taux de crimes commis par des femmes augmentent de façon significative. Tout cela pour dire que la question de la violence masculine devient un sujet tabou quand on l'aborde dans le contexte des conséquences de la protection de l'identité de genre. Même si le Canada s'est engagé à lutter contre la violence faite aux femmes, devant l'ONU. J'ai énuméré tout à l'heure rapidement des droits qui ont été supprimés de facto. Laissez-moi vous en détailler quelques-uns avec des exemples très concrets. Les toilettes. Les fameuses toilettes. Les femmes ont obtenu, savez-vous, ça fait pas si longtemps, que les femmes ont des toilettes qui leur sont réservées. C'est au début du 20e siècle. Pourquoi des toilettes pour les femmes? Bien parce que les femmes se faisaient agresser dans les toilettes publiques. Aussi simple que ça. Et l'accès à des toilettes publiques sécuritaires, c'est une condition sine qua non de l'accès égal des femmes à l'accès à l'espace public. Parlez-en aux femmes indiennes dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà qu'ici, les gens sont maintenant autorisés à avoir accès à la toilette correspondant à leur genre. Et c'est là qu'on voit comment le glissement sémantique n'aide pas la cause des femmes. Les toilettes ne sont pas des installations basées sur le genre, sur le sexe. Le code du bâtiment n'est pas basé sur le genre, mais sur le sexe. Et voilà que, dans un document qui est diffusé actuellement dans toutes les écoles du Québec, financé par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la lutte à l'homophobie, tout le monde est pour ça, voilà qu'on dit que maintenant, on doit permettre aux jeunes trans ou aux jeunes non-binaires d'utiliser les toilettes, les vestiaires, les résidences dans lesquelles ils se sentent le plus à l'aise, et ce, quel que soit le sexe qui lui a été assigné à la naissance. C'est cette même politique qu'a adoptée la Commission scolaire de Montréal en 2017. En d'autres mots, on a éliminé le droit des femmes et des jeunes filles à avoir des toilettes qui leur étaient réservées. À partir du moment où les garçons peuvent rentrer dans les toilettes de filles, puis que c'est autorisé, il n'y a plus de toilettes réservées aux filles. Alors, est-ce qu'on a voté là-dessus? Moi, je m'en rappelle pas. Deuxième droit qui est supprimé, dont je veux illustrer, les prisons séparées pour les femmes. Dans un document du Haut Commissariat aux droits humains de l'ONU, on dit très spécifiquement « Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans les établissements différents, dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes. L'ensemble des locaux, à ce moment-là, doivent être entièrement séparés. » C'est clair, on pense, mais non. Le bulletin de politique provisoire 584, projet de loi C-16, publié en décembre 2017, nous informe que le service correctionnel canadien a le devoir de répondre aux besoins fondés sur l'identité ou l'expression de genre, peu importe l'anatomie de la personne, c'est-à-dire son sexe. Ça, c'est pour les pénitenciers fédéraux. Qui plus est, les femmes détenues n'ont même pas le droit de savoir que le nouveau pensionnaire est un homme et qu'il a fort probablement encore son pénis. On nous a encore dit récemment qu'aucun homme qui n'est pas trans osera se faire passer pour une personne trans. Ben, il y a des spécialistes de l'identité de genre qui ont témoigné du contraire devant une commission parlementaire au Royaume-Uni. Et ils ont dit que c'était la preuve de beaucoup de naïveté que de penser cela, et que les données démontraient que plusieurs détenus en raison d'agressions sexuelles, parce qu'ils les avaient commis, ils avaient été reconnus coupables, mais plusieurs voyaient dans ce transfert une opportunité d'avoir accès aux femmes. Ils sont en prison pour 30 ans, ils n'ont rien à perdre. Autre exemple de droit supprimé, des sports pour les femmes, entre femmes. Savez-vous que c'est seulement depuis 2012 que les femmes concourent dans tous les sports au programme des Jeux olympiques? Les femmes ont maintenant des équipes sportives, ont accès à des équipements, et afin de promouvoir la participation des femmes aux activités sportives, plusieurs pays, dont le Canada, ont créé des programmes pour soutenir la participation des femmes au sport. Donc, une mesure basée sur le sexe. Or, avec la reconnaissance de l'identité de genre par des pays, par le CIO, le Comité international olympique,
des hommes qui se sentent femmes peuvent maintenant exiger de participer aux compétitions féminines en tant que femmes, même s'ils n'ont subi aucune opération. Et même s'ils avaient été opérés concernant leur niveau de testostérone et la musculation qu'ils ont accumulée, la force qu'ils ont accumulée pendant des années. Le CIO leur permet un niveau de testostérone 3 à 4 fois plus élevé que le niveau maximum des femmes. Serena Williams, 3 nanomoles par litre de testostérone. Les hommes qui veulent compétitionner chez les femmes, on leur autorise 10 nanomoles par litre de sang. Or, il y a l'Association internationale des fédérations d'athlétisme qui s'est opposée en disant que la testostérone procure un important renforcement, le mot c'était boost, pour les performances athlétiques. Mais le tribunal du sport n'en a pas tenu compte. Une étude de l'été 2017 a pourtant démontré que l'avantage était réel. Mais en attendant que le comité olympique aura fait ses devoirs, si jamais il le fait, des hommes qui se présentent comme femmes participent de plus en plus nombreux à des compétitions réservées aux femmes et, surprise, ils gagnent. Les organisations sportives qui s'y objectent sont poursuivies pour discrimination. Pourtant, ce n'est pas avec son identité qu'on fait du sport, mais bien avec son corps physique. Et là-dessus, les hommes sont physiquement avantagés, qu'ils se disent femmes, n'y changent rien. Des exemples récents. Lauren Hubbard, jusqu'à 38 ans, il compétitionnait en haltérophilie chez les hommes. Mais en 2017, il a décidé de passer chez les femmes. Et il a gagné, surprise, en haltérophilie. Et donc, il a représenté l'équipe féminine de Nouvelle-Zélande aux championnats internationaux en Australie. Et il a gagné. Un autre exemple, c'est un jeune qui s'est fait appeler Andrea Yearwood, qui n'a jamais pris aucune hormone, rien du tout, mais qui s'est présenté chez les filles dans des épreuves de course, dans l'étoile de Connecticut. Évidemment, il a battu ses concurrents, mais l'année prochaine, ses victoires vont lui permettre d'embaucher des bourses d'études pour femmes qui accompagnent ses compétitions. Un autre exemple, Anna Muncy, ex-capitaine de l'équipe masculine de handball. À l'époque, il faisait 6 pieds 2, 220 livres. Maintenant, en tant que femme, il fait 6 pieds 2, 220 livres. Un autre exemple, Christina Ginter, qui a déposé une poursuite de discrimination contre l'équipe de Minnesota de la Ligue féminine de football, qui refusait de l'inclure. L'équipe iranienne féminine de soccer comprend maintenant 8 hommes. Mais ils portent le hijab. Gabrielle Ludwig, un vétéran de l'armée, 6 pieds 6, est maintenant une joueuse de basket chez les filles. Un autre exemple, Fallon Fox, c'est un spécialiste des arts martiaux. Le journaliste écrit qu'il a détruit son opposante. Alors, avec l'introduction de l'identité de genre pour les toilettes, les sports, les prisons, est-ce qu'on peut parler d'une avancée pour les femmes? Un autre problème important auquel sont confrontées les femmes avec le discours sur l'identité de genre, c'est leur invisibilisation au nom de l'inclusion. Ainsi, à la rencontre de décembre tenue par Québec solidaire, un homme devenu récemment femme a demandé d'éliminer un certain nombre de mots comme femme, sexe, égalité des sexes, pour mettre plutôt genre, égalité des genres, etc. Il y a 3 ans, Gabrielle Bouchard, qui préside maintenant la Fédération des femmes du Québec, avait mentionné en commission parlementaire que les mots mère et maternité étaient trop genrés puisque maintenant des hommes accouchaient. Alors, je veux vous laisser imaginer ce que ça veut dire comme invraisemblable, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas un député, je ne sais pas si vous étiez là, monsieur le député, mais il n'y en a pas un qui a cligné des yeux. Les sièges réservés aux femmes dans les partis politiques ne leur sont plus réservés. Par exemple, au Labour Party, qui sont en train de préparer une campagne électorale, il y a des hommes qui se présentent sur les sièges de femmes en disant qu'ils sont des femmes. Malgré tout ce que je viens d'énumérer, selon certaines personnes, les enjeux trans seraient des enjeux éminemment féministes. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi les enjeux trans ne sont pas des enjeux féministes. Outre la suppression des droits que j'ai énumérés, on va regarder concrètement
Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui se dit trans et qui veut faire une transition vers le sexe opposé à son sexe de naissance? Alors, on est le 8 mars, pensons aux adolescentes. Il faut savoir que le phénomène touche beaucoup plus les hommes que les femmes, en général, chez les adultes. Mais ces dernières années, on a observé une explosion du côté des adolescentes qui vont dans les cliniques du genre pour demander une transition. Et souvent, ce sont des jeunes filles qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, qui sont attirées par les filles, pas par les garçons, et qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes associés aux filles. Sur Internet, elles découvrent un discours qui leur explique qu'elles sont sans doute nées dans le mauvais corps. Alors, elles vont vouloir changer ce corps. Elles vont se dissimuler les seins avec ce qu'on appelle des binders, inventés exprès pour cela. Les binders, c'est des bandages tellement serrés là, que ça écrase les seins. Comme on faisait pour les petites Chinoises, hein, on leur écrasait les pieds. Là, on écrase les seins des jeunes filles. Sur un site qui vend ces machins, donc c'est pas la vilaine personne que je suis qui le dit, on lit que l'usage de ces binders peut entraîner des dommages aux vaisseaux et des lésions tissulaires, des ecchymoses et des fractures des côtes, des collapses pulmonaires, des problèmes à la colonne vertébrale, une mauvaise circulation sanguine vers le cœur qui peut même entraîner une crise cardiaque, une diminution de la capacité pulmonaire, une diminution du flux sanguin dans les ganglions lymphatiques. Cela pourrait causer des caillots, endommager la circulation et même causer un cancer lymphatique. Pas moi qui le dis, c'est le fabricant. Si ça vous intéresse, à l'Université Concordia, il y en a. De toute évidence, une pratique féministe, en fait, c'est une mutilation dont on tait le nom. Parallèlement, ces adolescentes vont essayer d'obtenir des bloqueurs de croissance et surtout de la testostérone qu'elles devront ingérer tous les jours sans qu'il y ait d'études qui nous disent quels sont les effets à long terme de cette ingestion d'hormones mâles par des femmes. Il n'y a aucune étude sur le sujet. On fait actuellement de l'expérimentation sur des enfants mineurs. Est-ce qu'on peut parler d'une pratique féministe? Une des conséquences les plus probables de cette ingestion de bloqueurs de croissance et de testostérone, le petit cocktail que les filles absorbent, les garçons, c'est les bloqueurs de croissance et les hormones féminines, c'est le très haut risque de stérilité. Les adolescents s'en émeuvent pas beaucoup. Ils sont dans le moment présent. Les garçons et les filles sont touchés sans qu'il y ait le principe de précaution qui soit appliqué. Le changement de vote qui a été voté par l'Assemblée nationale permet, depuis juin 2017, aux jeunes de plus de 14 ans de commencer des traitements. En bas de 14 ans, il faut l'autorisation des parents. Ainsi, 1 an après l'adoption de la loi, 65 mineurs avaient demandé un changement de mention de sexe au directeur de l'État civil. Ça veut dire que si Mona est devenue Benjamin, elle va se bander des seins, si ce n'est pas déjà fait, demander de la testostérone, que ses parents soient d'accord ou pas, si elle a plus de 14 ans. Et elle va se mettre en ligne pour obtenir une double mammectomie. Quand on sait les batailles que les féministes ont menées pour que les chirurgiens ne détruisent pas tout le sein quand il y a le cancer, et là on parle d'organes en santé. L'augmentation fulgurante du nombre de jeunes filles, souvent lesbiennes, qui sont dirigées vers des cliniques d'identité de genre et qui poussent comme des champignons, devrait normalement être un avertissement qu'il se passe quelque chose qui ressemble à une épidémie. Le grand journal britannique The Times a publié d'ailleurs le 17 novembre dernier un éditorial percutant sur le sujet. La clinique Tavistock, je cite l'article de journal, la clinique Tavistock de Londres a signalé une augmentation de 1000 % d'envois à leur bureau d'enfants dits transgenres au cours des 6 dernières années. 1000 %. La grande majorité de ces jeunes sont des adolescentes, alors qu'elles représentaient auparavant une infime proportion des cas. Cette course à la sanction médicale d'un sentiment confus d'affirmation de soi a toutes les caractéristiques d'un scandale en préparation. En fait, la plupart de ces patientes autodéfinies sont des jeunes femmes homosexuelles dont beaucoup souffrent d'autisme, de dépression, de problèmes d'anxiété. Beaucoup ont subi des agressions sexuelles. S'il y avait une augmentation de 1000 % en 6 ans dans un autre domaine, il y aurait une grande enquête. Ici, rien.
L'adoption du genre masculin par des femmes et des filles semble reposer beaucoup sur un rejet de leur corps, des agressions sexuelles passées, une crainte de vivre dans un monde où la place des femmes est encore à faire. Donc, on voit ici que l'homophobie, ou plutôt la lesbophobie, est déjà bien intégrée par des adolescents. Et le discours trans sur Internet notamment, au lieu de les réconforter et de leur dire que leur orientation sexuelle est tout à fait normale, le discours les pousse à modifier leur corps pour ressembler à des garçons et ainsi les transformer en hétérosexuels. Maintenant, est-ce qu'il y a des enjeux féministes soulevés par les hommes qui se disent femmes? C'est difficile de se dire femme sans se référer aux stéréotypes associés aux femmes. Et on voit que ça repose sur une certaine conception que des hommes se font des femmes. Les petits garçons, comme Derek, qui aiment le rose, les robes de princesse, la danse, les arts, ou ceux qui sont émotifs, se font dire qu'ils sont nés dans le mauvais corps et qu'en fait, ils sont des filles. Les petits-enfants le croient qu'ils peuvent changer de sexe. Mais il y a aussi cette idée que les hommes seraient nés dans le mauvais corps, qu'ils auraient un cerveau de femme. En 2005, peut-être certains s'en rappellent, le président de Harvard avait causé un émoi international en affirmant que le cerveau des femmes était différent de celui des hommes et donc qu'elles ne pouvaient pas diriger à Harvard. Aujourd'hui, dans l'idéologie trans, c'est présenté comme une vérité. Et il y a même eu à Londres une exposition où les cerveaux étaient illustrés en rose et en bleu. Il y a eu, heureusement, des protestations de la part des femmes et de scientifiques, et l'exposition a été annulée. Alors, on voit bien que l'idéologie derrière le mouvement est aux antipodes de l'analyse très critique que font les féministes des stéréotypes de genre. La peur d'avoir un enfant gay amène bien des parents à endosser rapidement l'hypothèse d'un enfant né dans le mauvais corps. Des adolescentes qui ont bien compris qu'il valait mieux de nos jours s'afficher comme trans plutôt que comme lesbienne. Et que penser d'un discours qui affirme qu'un homme efféminé n'est pas un vrai homme, mais une femme, et qu'une femme passée féminine, un peu masculine, c'est un homme? Quand on lit sur le sujet, on constate très rapidement les témoignages pleurent, que souvent il y a des gens ce sont des gens qui vivent dans des milieux très conservateurs, très religieux, où les stéréotypes de genre sont la norme. On ne s'étonnera pas non plus que ce soit en Iran, où l'homosexualité peut entraîner la mort, qu'on retrouve le plus grand nombre de personnes trans. Oui, l'homophobie joue un grand rôle dans la multiplication du nombre de personnes trans. Comment peut-on penser que l'homophobie soit féministe? Mais c'est non seulement un rejet d'analyse féministe, avec une idéologie anti-féministe, avec des relents homophobes, mais c'est aussi devenu un cheval de Troie des masculinistes à l'intérieur du mouvement des femmes. Il y a un début de kidnapping du mouvement des femmes. Par exemple, dans beaucoup d'universités, les centres d'études féministes sont devenus des centres d'études de genre, sont devenus des centres sur l'identité de genre. Fini les études féministes. Ici, on a la Fédération des femmes du Québec qui exclut les membres hommes, mais qui a maintenant une personne née homme pour la diriger. À Vancouver, récemment, il y avait la marche des femmes, vous savez, la fameuse marche qui était née pour protester contre le président Trump l'année dernière. Bien, cette année, on a éliminé le mot « femme » de la marche pour que les personnes trans ne se sentent pas exclues. C'est assez intéressant, un blogueur transsexuel, Miranda Larley, qui est né homme, qui se sait homme, qui a le mieux résumé la stratégie pour miner le mouvement des femmes. 1. Convaincre les jeunes femmes d'accepter inconditionnellement que les hommes sont des femmes. 2. Convaincre les jeunes lesbiennes qu'en fait, elles sont des hommes. Et voilà, on a jeté l'os de la discorde. Pendant que les féministes discutent si des hommes sont des femmes, si les femmes trans sont des femmes ou des hommes, bien, les vraies batailles ne sont pas menées. Certains groupes féministes, malheureusement, participent à diminuer les droits basés sur le sexe pour en faire des droits basés sur le genre. Les inégalités que les femmes subissent parce qu'elles sont des femmes ne sont plus nommées, ne peuvent plus être nommées, car même parler du corps des femmes serait transphobe. Et je n'ai pas abordé la censure incroyable que subissent les quelques personnes qui osent poser des questions sur la disparition des droits des femmes et de l'identité de genre. C'est fini le pleurnichage, passons aux solutions. Alors, voilà, nous disons oui à la protection des droits des personnes trans, mais non à la suppression des droits des femmes basés sur le sexe.
Nous croyons que nos gouvernants ont la responsabilité et l'obligation de protéger les droits de tous leurs citoyens. Ils doivent donc s'assurer que les changements législatifs qui ont été faits concernant le changement de mention de sexe et l'inclusion de l'identité et l'expression de genre dans les chartes des droits de la personne ne sont pas des moyens détournés pour supprimer les droits des femmes dans des espaces séparés. La mixité des prisons, pourtant, actuelle, commencée, la mixité des toilettes publiques, des vestiaires et la mixité des sports sont en contravention avec les droits des femmes. Les pressions qui sont faites actuellement auprès des groupes de femmes, comme des centres de femmes, pour inclure des hommes parce qu'ils se sentent femmes, sont selon nous malvenues. La constante confusion entre sexe et genre peut avoir des répercussions importantes sur les droits des femmes, car les deux ne sont pas synonymes. Tout le monde n'a pas une identité de genre, mais tout le monde a un sexe. Une politique basée sur le genre n'équivaut pas à une politique basée sur le sexe. D'ailleurs, les personnes qui souffrent d'une dysphorie de genre ont droit à des services de santé et de soutien psychologique qui répondent réellement à leurs besoins. Ici, il faut que la science prenne le pas sur le discours idéologique et surtout concernant les enfants, il faut d'abord ne pas nuire. Le principe de précaution devrait s'imposer avant de faire subir aux enfants des changements drastiques qu'ils pourraient regretter une fois devenus adultes. On peut protéger les droits des femmes tout en respectant les droits des personnes trans. D'abord, basons-nous sur la Charte québécoise. Le sexe est toujours reconnu comme un motif de discrimination. L'identité de genre n'a pas remplacé le sexe. C'est ajouté. Cela veut dire que les femmes sont toujours un groupe au sens légal, un groupe protégé par les chartes sur la base de leur sexe et non pas de leur genre. Et que tous les droits qui leur sont réservés en tant que femmes doivent être maintenus comme les espaces séparés sur la base du sexe et fermés aux personnes qui ne sont pas de sexe féminin au sens biologique du terme. Par ailleurs, la Charte québécoise contient aussi un article spécifique, l'article 20, qui permet de faire je cite, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour un emploi. Ça peut être un groupe ethnique, par exemple, qui dit « moi, je ne prends, mettons, que les Roumains », puis exclure ceux qui ne sont pas Roumains de naissance. La Charte permet ça. Mieux, la Commission des droits de la personne illustre cet article 20 par un exemple en disant que les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences sont protégées par l'article 20 et ont le droit de refuser des hommes. Enfin, la Cour suprême a statué qu'un groupe comme le Vancouver Relief Society, qui est un équivalent de nos CALACS, des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, donc ce groupe avait été poursuivi par une personne trans qui voulait travailler comme conseillère. Et il les a poursuivis jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême a donné raison au groupe de femmes en disant qu'elles avaient le droit, elles avaient le droit d'exclure des hommes sur la base de sa mission et que le groupe n'était pas coupable de discrimination en raison de son droit à la libre association entre femmes seulement. Les groupes de femmes ont été formés sur la base du sexe, donc ils sont protégés par la Charte qui permet ces regroupements. Mais si on se met à refuser aux groupes de femmes ce droit, il faudra que les élus, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Commission canadienne des droits de la personne, expliquent comment il se fait que les femmes, et seulement les femmes, ont perdu ce droit. Rappelons-nous ce que Simone de Beauvoir a déjà dit. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilants votre vie durant. Je vous remercie de votre attention.
Juste un petit mot pour dire que PDR Québec, là, on ne s'occupe pas seulement de ce dossier-là. On a beaucoup de dossiers sur les mères porteuses, sur le travail, sur les inégalités salariales, sur la prostitution. Juste pour vous dire qu'on s'occupe de bien des dossiers.